Allô? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis très heureux. Je suis accompagné donc de Jérôme Beauchamp de NJ qui va donner des exemples concrets d'utilisation de nos solutions, nos codes pour des applications d'installation de capteurs IoT pour du smart building. Et je viens vous parler donc de la révolution no code. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le no code dans la salle, ceux qui sont dans la salle? À peu près? No code. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est que le no code? Levez la main. 1, 2, 3. Il y en a quelques-uns, d'accord, très bien. Donc on va parler un petit peu du no-code, ce que ça veut dire, parler un petit peu de l'impact des différents types de solutions. On va parler un tout petit peu de TimeTonic, donc on est éditeur français de solutions no-code, et donner des exemples concrets de ce qu'on peut faire avec, notamment donc avec NJ et Jérôme Beauchamp qui a bien voulu participer à la présentation. Donc Jérôme Beauchamp, comme je l'expliquais, est le manager des opérations dans l'habitat pour Virtuose par Engie et vous allez le rencontrer. Donc je suis Jean-Michel Durocher, le fondateur et CEO de TimeTonic. Alors très rapidement un petit peu ce qu'on va voir, on va parler une petite introduction sur qui on est, on va parler un petit peu du tableur. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que le tableur, je pense, tableur Excel, Google Sheet. C'est un des premiers outils no-code en fait, qui a permis donc de créer des solutions ou de gérer soi-même des outils sans connaissance en développement informatique. On va voir ce que ça veut dire. Ensuite, on va parler un petit peu de l'historique du développement logiciel, un petit aperçu de ce que Gartner et Forrester disent sur le marché. Différencier ce qu'on appelle le low-code et no-code. Donc, no-code, la possibilité de créer des outils numériques, des logiciels sans aucun développement informatique, sans code, sans écrire de code informatique. Et low-code, c'est en écrivant un petit peu, et qui s'adresse en général plus à des développeurs, on va voir ça. Et différentes approches, et le témoignage de Jérôme. Et puis, les avantages et les inconvénients qu'on peut donner sur le no-code. Alors rapidement un petit peu, pourquoi déjà le no-code? Donc le besoin du no-code vient en fait de la difficulté. Les slides sont en anglais mais le discours est en français, j'espère que ça va. Vient de la difficulté ou de besoin, comme toujours, quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, on cherche des solutions de contournement. On fait ce qu'on appelle de la disruption, donc on va essayer de résoudre un problème avec une solution qui va permettre de changer un petit peu les choses. Donc quels sont les problèmes? Le premier outil, on en parlait un petit peu, et on verra pourquoi le tableur est aujourd'hui encore l'outil de gestion le plus utilisé, mais qui a beaucoup de limites. Quand vous avez besoin d'un accès en mobilité, par exemple, ce n'est pas le bon outil. Si vous voulez faire du BIM, eh bien c'est un petit peu limité en visualisation 3D ou en gestion dynamique. Et si vous avez besoin d'automatisation de processus, de collaboration, de gestion de droit, de savoir qui a accès à quelle information, de gestion de fichiers, évidemment, ce n'est plus le bon outil. Par contre, il y a un avantage très important, c'est qu'on a l'autonomie. Et c'est pour ça que ça reste très populaire, c'est qu'on a l'autonomie de tout faire soi-même. Et c'est extrêmement simple à comprendre. Deuxième besoin, on peut acheter des logiciels. On peut acheter des logiciels pour gestion commerciale, gestion de projet, gestion des techniciens, gestion d'intervention, gestion RH, gestion de BIM, de ce qu'on veut. C'est souvent des très bons logiciels qui sont développés pour des besoins très précis, mais soit ils sont très limités pour un besoin très précis, et dès qu'on veut sortir, eh bien on est enfermé, on a du mal à le faire évoluer, et donc il faut multiplier les outils, et puis on doit adapter les processus à l'outil plutôt que l'inverse. Soit on a des outils un peu plus généraux, des gros ERP, mais qui deviennent très lourds et très complexes à mettre en place, et du coup, ça ralentit l'entreprise, et on s'enferme dans des solutions qui alourdissent complètement, potentiellement, l'innovation et la motivation dans les équipes. Troisième possibilité, il reste le développement logiciel standard. On sait que rien qu'en France, il manque 80 000 développeurs et donc il y a déjà un problème de capacité de répondre à la demande. Et deuxièmement, ça coûte très cher et c'est très long. On peut passer sur des mois de spécification, des mois et des années de développement. Et on estime aussi que ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, représente 80% du coût complet de logiciel. Parce qu'une fois qu'on a développé un logiciel, il faut le maintenir, l'entretenir, le faire évoluer. Et mais si on n'a plus les compétences, si on n'a plus les bonnes personnes, c'est très, très compliqué à faire en sorte. Donc voici un petit peu pourquoi est-ce qu'on a commencé à réfléchir, et évidemment pas nous seulement, mais des outils qui permettent de répondre un petit peu à ces trois problématiques
de besoin d'autonomie, de pouvoir faire soi-même, de créer des vrais outils qui répondent à des besoins de métier et qu'on peut faire vraiment sur mesure, qui correspondent exactement à ces besoins. Et on va voir que le no-code et des approches comme celle de Timetonic permettent de répondre à ces besoins. Alors, juste un tout petit aperçu de Timetonic, et on va surtout parler du marché, etc. Donc nous, comme je l'expliquais, on a une solution française avec un objectif qui est d'aider la transformation digitale, et avec cette vision, donc je viens partager avec vous, qui est si on peut développer soi-même ses propres outils, sans aucune compétence en informatique, eh bien on va pouvoir créer ses propres outils beaucoup plus rapidement et on va voir que on va pouvoir améliorer la qualité, améliorer la sécurité, améliorer l'agilité, la motivation dans les entreprises. Avec une stratégie, c'est vraiment de s'adresser aux équipes opérationnelles. On va voir qu'il y a deux approches. On peut avoir une approche très DSI, très top-down, où c'est vraiment des décideurs informatiques qui décident, ou des approches bottom-up, qu'on va appeler citizen developer, qui permettent donc à n'importe qui, sans connaissance en développement informatique, ou même si on en a, mais qui permettent de faire soi-même beaucoup plus rapidement. Et donc l'idée de Timetonic a été à l'origine de dire, en fait, plutôt que de développer une application de gestion, plutôt même que de faire un outil de développement d'application de gestion, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il y a de commun à tous les outils de gestion ? Et donc, si je pose la question, pour rendre la chose un petit peu plus interactive et réveiller tout le monde avant le déjeuner, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur ce qu'il y a de commun à tous les outils de gestion. La donnée. Qui a dit la donnée ? Ouais, vous gagnez un chocolat et une bouteille de champagne. Donc bravo, effectivement, ce qu'il y a de commun, c'est vraiment les données. Notre analyse, c'est qu'on gère de l'information en fait. C'est pas tellement l'outil qui est important, c'est l'information qu'on va soit utiliser pour planifier, soit pour créer des données, soit pour les analyser. Et quand on prend un CRM, c'est un outil de gestion commerciale. Il y a une table de clients, une table d'opportunités, une table de contacts et une table d'activités, les rendez-vous, etc. avec des relations entre les données et on a un CRM. Quand on pense gestion de projet, la date de début, la date de fin, les statuts et peut-être des fichiers ou des commentaires et on a un outil de gestion de projet. Même une boîte mail, from to pièce jointe, c'est une base de données qui communique avec une autre base de données selon un protocole. D'accord ? Et donc la disruption, si vous voulez, c'est de dire, pour nous, c'est que ce qui est important, c'est la donnée. On dit, nous, data is the application. Donc au-delà même du no-code, c'est-à-dire qu'on dit, mais il n'y a même pas besoin d'application. Ce qu'il faut, c'est de gérer de l'information correctement. Et donc la disruption, pour ce besoin-là, c'est de dire, mais plutôt que de prendre une application pour répondre à un besoin, je pars du besoin, je le traduis en données, je me dis quelles sont les informations dont j'ai besoin. J'ai besoin de gestion de mes techniciens, j'ai besoin de planification, j'ai besoin de formulaires, de données sur mobile, j'ai besoin ensuite de pouvoir gérer tout ça. Et je vais définir en fait mes données et ensuite instantanément, c'est la promesse un peu de Timetonic, c'est de dire instantanément l'application est prête. Alors Jérôme va me dire que c'est pas tout à fait instantané, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et donc l'idée, c'est vraiment une solution qui permet, l'avantage d'être une base de données aussi, c'est que ça permet de centraliser l'information. On peut centraliser des informations de marketing, de sales, de gestion d'une manière générale, de gestion de processus, de gestion d'intervention, de gestion de support ou de maintenance, de R&D, de gestion de produits, de ressources humaines, etc. Et donc le fait d'avoir une base de données permet d'échanger des données plutôt que de communiquer avec des API complexes. On peut avoir simplement une centralisation de l'information et ensuite on va partager des informations facilement. Et donc l'idée c'est vraiment de simplifier tout ça. Donc le résultat de Timetonic, ça a été de développer un nouveau type de plateforme de gestion et de collaboration qui est totalement sans programmation. On est no code, 100% mobile instantanément, on va voir comment, sécurisé, hébergé en France et RGPD, qui permet donc de créer soi-même des applications cloud et mobile, instantanément mobile, collaborative et d'automatiser des processus sans aucune programmation, sans écrire une seule ligne de code. Et donc d'avoir une plateforme qu'on appelle nous une base de données visuelle, collaborative, intelligente, qui permet, avec la même autonomie, la même flexibilité que le tableur, et la même puissance qu'un ERP et la simplicité d'information très simple. Donc voilà, on est un petit aperçu de la solution
et on va parler un petit peu plus de l'historique du no-code. Et si vous avez un intérêt pour notre solution, on pourra venir nous voir sur le petit stand là-bas. Alors, pourquoi parler du tableur? Comme je l'expliquais, c'était un peu le premier outil no-code. Et j'aime bien donner cette analogie, même si évidemment on développe beaucoup plus que ça. Mais cette notion d'autonomie, de facilité, de simplicité, qui fait que ça reste aujourd'hui l'outil de gestion le plus utilisé de la TPE jusqu'au grand groupe, eh bien, reprenons un tout petit peu en arrière. Alors, je ne vais pas remontrer à Pascal et au tout premier calculateur, etc. Mais disons, à partir de 1964, on connaissait les grands mainframes, hein, les gros systèmes informatiques gigantesques, dont l'IBM System 360, qui demandait évidemment des experts et qu'on avait éventuellement des petits utilisateurs, mais il fallait évidemment des experts. Et donc, il y avait la notion d'informatique personnelle n'existait pas. Je me souviens d'une publicité de Digital qui parlait du premier ordinateur personnel et on voyait une jolie fille dans une décapotable avec un énorme machin dans le coffre derrière qui expliquait qu'on avait les premiers ordinateurs portables. Donc, évidemment, on a fait beaucoup de chemin depuis. Et puis, dans les années 70, il y a eu les premiers ordinateurs un peu portables, personnels, disons, qui ont été d'abord des outils de jeu, surtout pour des geeks, et qui, petit à petit, s'est développé dans des communautés un peu de geeks, de gens qui échangeaient, qui travaillaient sur des bidouillaient sur des ordinateurs, fabriquaient un petit peu des choses. Apple a lancé le Apple I, très vite remplacé par le Apple II. Donc Steve Jobs et Wozniak, et ça a été vraiment le début de l'informatique personnelle comme on le connaît un petit peu aujourd'hui. Mais en fait, ils n'ont pas eu un énorme succès au niveau des professionnels, initialement, jusqu'au lancement du premier outil professionnel qui s'appelait VisiCalc, qui a été le premier outil, donc c'était du calcul visuel, qui permettait donc comme le début du tableur avec des lignes, des colonnes, et on pouvait commencer à faire des calculs. Et si ceux qui ont connu peut-être comme moi les premiers ordinateurs personnels et les premiers tableurs, c'était une vraie révolution. On pouvait mettre une disquette et on avait un logiciel et on pouvait commencer à faire des courbes et à faire des calculs, etc. Et c'était le premier outil qui a vraiment fait passer l'ordinateur personnel de jouet ou d'outils pour des jeux et de geeks à des ordinateurs de productivité dans les entreprises. Et si vous regardez les interviews de Steve Jobs, il va vous dire sans VisiCalc, Apple n'existerait pas. Enfin, on ne le connaîtrait pas aujourd'hui parce qu'il n'aurait pas eu l'essor qu'on connaît. Donc ça a été vraiment le premier killer app des outils de productivité. Donc si vous combinez l'informatique personnelle, donc sortir du mainframe, donc vous avez un outil qui vous permet de travailler par vous-même, et des logiciels comme les tableurs qui ont donné cette autonomie et qui ont permis à des millions évidemment de professionnels de se passer d'experts extérieurs qui leur expliquaient, qui faisaient des calculs et qui devaient toujours travailler, il n'y avait aucun moyen de faire des choses par soi-même. Ensuite, il y a eu éventuellement IBM a essayé de rattraper, tout le monde avait beaucoup de succès. Initialement, l'IBM PC 1980, ensuite le premier des évolutions des logiciels de calcul, de tableur, donc Lotus 1, 2, 3, et puis Excel en 1985, d'abord d'ailleurs sur les Mac, avant d'être sur les PC, qui a fait aujourd'hui évidemment un des logiciels les plus utilisés dans le monde. Voilà, donc ça c'est assez intéressant pour rappeler un tout petit peu l'historique de cette capacité à donner aux gens les moyens, les outils pour pouvoir faire des choses par eux-mêmes. Alors évidemment, on va parler un tout petit peu, je remets l'image de TimeTonic, donc 2021 avec notre nouvelle version. Instantanément, un peu la même approche, mais c'est une vraie base de données. On peut créer des applications complètes et instantanément mobile. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails exactement comment on fait pour que ce soit instantanément mobile sans pratiquement rien avoir à faire, mais c'est une des beautés de dire, en fait, ce qui est une ligne devient simplement une liste de formulaires directement accessible sur le mobile. Donc ça permet de créer des applications métiers extrêmement facilement. Voilà, donc un petit aperçu rapide, un petit aperçu également de l'histoire du développement logiciel. Juste rappeler que c'est une tendance de fond qui est normale. Par rapport à la complexité initiale, faire affaire avec des spécialistes, et petit à petit, eh bien, on va avoir des logiciels qui sont un peu plus faciles pour pouvoir créer des codes, ce qui fait que plus de personnes peuvent apprendre à l'utiliser. Aujourd'hui, on apprend même à l'école à faire du développement, et puis il y a des outils, des frameworks qui ont été développés. Et donc le no-code est aujourd'hui vraiment la tendance et l'évolution normale du développement logiciel et la possibilité de créer des applications par soi-même.
Alors, quelle est la taille du marché et ce que ça représente? Il faut quand même se rendre compte qu'il y a environ 500 milliards de développement logiciel qui est fait chaque année. C'est énorme, hein, 500 milliards de dollars d'investissement logiciel. Le marché du CRM qui est dominé par exemple par Salesforce, c'est 70 milliards. Donc on parle de presque 10 fois plus sur simplement le développement d'outils logiciels dans les entreprises. On ne parle même pas des développements comme nous, d'éditeurs. On va continuer à utiliser des développeurs. Mais dans les entreprises, c'est un marché énorme. Et Gartner estime que cette tendance de low-code, no-code va faire qu'entre 65 et 80% de tous les développements dans les entreprises sera fait en no-code, low-code d'ici 2024. Et Forrester estime que c'est vraiment 2021 qui est l'année où on a vraiment une explosion de ça, y compris pour des applications critiques. C'est pas seulement des applications de côté, c'est vraiment pour du critique dans des capacités vraiment à remplacer ou à faire des extensions importantes dans les développements logiciels pour les entreprises. Alors, juste 2-3 petits termes techniques pour ceux qui veulent en savoir un tout petit peu plus là-dessus. Donc, on parle aussi du CADP et LCAP. Donc, CADP, c'est Low Code Application Platform. Le CADP, c'est voilà, Citizen Automation and Development Platform, et LCAP, Low Code Application Platform. Et donc, rappeler un tout petit peu ces chiffres qui sont en croissance permanente et qui, aujourd'hui, en 2021, représentent déjà 579 millions d'euros sur ce qu'on appelle donc le développement par les utilisateurs eux-mêmes, parce qu'en no-code, on peut soit s'adresser au DSI uniquement, soit donner la possibilité à n'importe qui de créer ses propres outils. Et on va voir les avantages et les inconvénients de ces deux approches. Voilà, alors rappelez un tout petit peu les différences. Donc low-code, ça s'adresse à des développeurs. Les développeurs donc, sont contents d'avoir des logiciels qui permettent de développer plus rapidement, parce que eh bien, si on peut faire 3 fois plus vite, ça coûte déjà 3 fois moins cher. Il y a moins de bugs parce qu'on va réutiliser des briques, il y a moins de coûts de maintenance et par contre c'est réservé pour des experts, ça reste des outils pour des développeurs mais ça permet d'aller plus vite. Après il y a l'approche no-code qui peut être soit par des développeurs, soit par des non-développeurs et c'est là où ça devient intéressant. Et avec différentes approches, des approches dites graphiques ou automatisation de processus ou basées sur la donnée et qui peut s'adresser donc à des développeurs ou par des utilisateurs lambda comme le tableur l'est aujourd'hui. N'importe qui peut utiliser un tableur. Alors les différentes approches, pour en parler un petit peu, donc on a expliqué l'approche top-down, c'est vraiment réservé. L'idée, nous on est la DSI, on sait ce qui est bon pour les utilisateurs, on a des informations critiques, on peut avoir, ce que certains DSI vont parler de produits régaliens qui vont considérer l'ensemble de l'entreprise et qui doivent être absolument gérés par le haut, et on va peut-être créer des outils plus rapidement, mais on va continuer le contrôle. Deuxième approche, c'est l'approche donc bottom-up, c'est dire aux gens, en fait, si vous connaissez votre problème et vous savez le résoudre, pourquoi ne pas vous donner les moyens de le résoudre par vous-même? Si en plus, non seulement c'est pas 3 fois plus rapide, mais c'est peut-être 100 fois plus rapide, ou 1000 fois plus rapide pour des problèmes des équipes métiers, eh bien on vient de gagner encore un niveau, ou 2 niveaux de magnitude très important. Et en plus, si ce n'est pas seulement la DSI, que c'est 1000 équipes différentes qui peuvent faire elles-mêmes les outils, leurs propres outils, eh bien on passe de 1000 fois 1000 à 1 million de fois plus rapidement pour répondre aux problématiques des équipes métiers. Donc il y a un vrai avantage de pouvoir donner cette capacité aux équipes métiers avec potentiellement évidemment des risques, il faut pouvoir en tenir compte. Donc il y a 3 approches différentes sur le no-code. On va souvent parler de dire une approche basée sur l'interface. Souvent, no-code, on va dire c'est les capacités visuelles de créer des interfaces. Mais l'interface, c'est une chose. Et ce n'est pas la mécanique ni processus, ni des données. Après, il y a des outils ou des méthodes qui vont dire plutôt on va regarder notre processus, comment vont parcourir les données. Et après, on peut se baser plutôt sur la donnée et dire en fait, comme je le disais tout à l'heure, ce qui compte c'est la donnée, nous c'est notre approche et que l'interface doit se générer toute seule. On n'a même pas besoin de penser interface, ça se génère tout seul en fonction du besoin. Évidemment, on va décider, je veux une vue cartographique, ou je veux une vue Kanban, ou je veux une timeline, ou je veux un formulaire. On va simplement le choisir et bing, ça va se créer instantanément. Et donc cette approche permet vraiment d'aller encore plus vite, beaucoup plus rapide, de créer aussi des automatisations, parce qu'on se concentre sur la donnée et les échanges entre les données.
Et surtout, donc, comme on a vu tout à l'heure, on a une centralisation aussi de la donnée plutôt que des outils complexes. Et cette approche tableur base de données permet d'être accessible par n'importe qui. Voilà, donc c'était un petit aperçu rapide. Je vais demander maintenant à Jérôme de pouvoir vous donner un exemple concret de ce qui a pu être fait. Bonjour à tous. Alors, donc, comme vous l'expliquait tout à l'heure Jean-Michel, moi je m'appelle Jérôme Beauchamp, donc je suis le responsable opération Habitat chez NJ Virtuose. Et donc du coup, je vais vous présenter OSIS, qui est notre outil métier qu'on a développé à partir de TimeTonic. Alors notre métier, je ne sais pas si vous le connaissez tous, on doit individualiser tout ce qui est frais de chauffage et d'eau sanitaire dans les différents bâtiments Habitat. Donc on installe, on collecte ensuite les données de ces matériels qu'on installe, de tous ces IoT, pour ensuite traiter ces données avant de les restituer au service aux clients. On équipe à peu près une centaine de sites par an qui représentent à peu près 5000 logements. Dans chaque logement, on installe en moyenne 5 IoT. Et pour chaque IoT, on relève en moyenne entre 20 et 50 données. Ce qui fait que ça fait des milliers de données qu'on doit récupérer par site. Et tout au long de l'année. Alors, nos anciens outils digitaux, avant d'être digital, c'était papier-crayon. Donc, comme vous l'imaginez, relever une grosse quantité de données en papier-crayon, au niveau fiabilité, il y a beaucoup mieux. En 2015, on a essayé de développer des logiciels dédiés, justement, pour pouvoir digitaliser cette relève de données. On a embauché des informaticiens, des développeurs. Le projet a duré une petite année, 1 an et demi, je crois. Il nous a coûté quelques centaines de milliers d'euros et on a arrêté parce que le projet était beaucoup trop complexe et long à développer. Et du coup, on nous a présenté la solution TimeTonic, qui pour nous a été la solution digitale et de mise en œuvre la plus simple qu'on puisse imaginer. Alors qu'est-ce qu'OSIS? Du coup, notre outil, il nous permet en fait de collecter toutes les données de manière digitale. On a eu une petite présentation de TimeTonic de quelques jours, une petite formation rapide, et en fait, au bout de quelques semaines, on a pu développer notre outil interne et le déployer directement à tous nos prestataires, en seulement quelques semaines. Et quand je parle de développement, en fait, c'est plus une conception... par des phases. Enfin voilà, c'est juste une petite c'est pas de la programmation en fait au sens propre, comme vous l'a dit Jean-Michel, c'est plus du no-code. Du coup, notre outil en plus, il a permis d'aller plus loin que ce qu'on avait imaginé. Il nous permet non seulement la planification, la supervision et le contrôle de l'avancement des chantiers, mais il nous permet de construire aussi tout l'espace topologique du site, donc ça je vais y revenir, et de répondre aussi aux exigences de la conformité, de la vérification des installations. Ça c'est une conformité pour tout ce qui est pose de compteur d'énergie thermique. Je vais vous expliquer aussi rapidement après en quoi ça consiste. Alors la planification, la supervision et le contrôle de l'avancement des chantiers, ça comme Jean-Michel vous l'a dit, les données quand elles sont mises dans le tableur, en fait avec une vue timeline, donc calendrier, ou une vue Kanban, ça nous permet de visualiser rapidement l'avancement et l'état de nos chantiers. Et ça, c'est des vues qu'on partage également à nos clients. Et en fait, nous, par exemple, vous voyez là, en fonction des étapes des chantiers, on peut visualiser donc rapidement l'évolution depuis le site qui est à faire jusqu'à la planification et la finalisation des dossiers. Donc la construction de l'espace topologique. En fait, nous, quand on installe des IoT, on relève les données de l'IoT, donc ça peut être matricule, marque, modèle, etc., tout ce qui concerne l'IoT en lui-même. Ensuite, on va relever les données sur lesquelles l'IoT est installé. Donc, par exemple, ça peut être un radiateur, ça peut être une pièce à vivre, etc. Ensuite, on va collecter également l'emplacement où il est, c'est-à-dire la pièce, de tel logement, de tel étage, de tel bâtiment, de telle résidence, à telle rue, dans telle ville. Donc ça fait quand même des milliers de données. Et ça, tout ça, c'est fait maintenant grâce à TimeTonic et à notre logiciel OSIS. La conformité aux exigences de la réglementation de la VI. Alors pour installer des compteurs d'énergie thermique et s'en servir pour faire de la répartition et de la facturation, il y a une loi qui est passée en 2011 qui impose à tous les poseurs de compteurs de vérifier un certain nombre d'informations. Donc comme la liste est longue, donc je ne vais pas toute vous la faire, mais il y a
une trentaine ou une cinquantaine de points à vérifier. Bon, ça va de s'il est bien posé, à comment il est posé, dans quel sens, etc., etc. Et tout ça, du coup, nous, c'était relevé avant, pareil, par papier-crayon. Et du coup, maintenant, tout est digitalisé et ça nous collecte toutes les données directement sur nos smartphones. Donc, du coup, les peines et douleurs traitées par OSIS. On n'a plus de saisie ni de recopie de milliers de données. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on passait de papier-crayon à tableur, donc il fallait se saisir toutes les informations. Donc il n'y a plus de manipulation ni de transmission de données non sécurisées. Tout est fait directement sur smartphone, c'est uploadé sur un cloud en temps réel. S'il n'y a pas de réseau, il y a un mode offline, et dès que le réseau est récupéré par le téléphone, du coup c'est réuploadé tout de suite. Donc il n'y a plus d'erreur de données, sauf quand elle est mal saisie, mais ça c'est plus nos prestataires, mais en tout cas il n'y a plus d'erreur de données sur ce qui est saisi. On a réduit aussi drastiquement les visites techniques parce que comme l'application permet également d'uploader des photos, on a tendance à en prendre beaucoup. Et quand on est au bureau, même si on a loupé un truc, lors de notre visite, on re-regarde les photos et du coup, ça nous évite de retourner sur site. On avait des délais de livraison longs qui ont été réduits et on avait un impact sur la phase d'exploitation. Du coup, maintenant, quand on collecte un maximum de données, qu'on transmet à notre service d'exploitation, il n'y a plus de perte en ligne. Les innovations, du coup, comme vous l'expliquait Jean-Michel tout à l'heure, l'utilisation de TimeTonic, ça offre le meilleur des tableurs et des bases de données. On a réussi à concevoir et à réaliser l'outil exclusivement par les outils métiers, donc directement au pôle travaux, sans passer par des développeurs ou par la DSI. Donc ça, c'est un outil, c'est vraiment un plus pour nous, parce que qui mieux que nous connaît nos besoins. Et même en termes d'évolution, du coup, on le fait au fur et à mesure des avancements technologiques, aussi bien de TimeTonic que des demandes de nos clients. Donc ça nous permet d'être super réactifs. L'application du coup est disponible sur web ou mobile. Pas besoin d'avoir des PC avec des VPN internes à chaque entreprise et tout. Il suffit juste d'un PC ou d'un smartphone, une connexion Internet et vous avez votre outil n'importe où dans le monde. L'édition automatique des documents. Alors ça, c'est une fonction qui est très utile. Nous, par exemple, quand on a terminé un chantier, qu'on a fini d'installer tous les IoT, on doit un certain nombre de documents à nos clients, donc des attestations de fin de travaux. On doit aussi des quitus de pose de matériel. On doit des restitutions des bordereaux de restitution de matériel. Et tout ça, en fait, grâce à TimeTonic, elles sont éditées automatiquement. C'est-à-dire que nous, dès que notre prestataire a fini de compléter, de relever tous les IoT sur le site, en 2 clics, on arrive à éditer notre AFT qu'on envoie directement en PDF à notre client. Donc ça, c'est vraiment un plus pour nous aussi. Du coup, cette application et TimeTonic et OSIS ont été adoptés non seulement par tous nos prestataires. Alors nos prestataires, c'est vrai que je vous ai pas expliqué, mais en fait, nous, on travaille avec des prestataires qui sont sur toute la France. On en a à peu près 80, ce qui représente à peu près 150 personnes. L'application est tellement intuitive sur smartphone que du coup, il n'y a même pas eu besoin de formation, ils l'ont adoptée tout de suite. Même eux, ils y ont trouvé leur intérêt très très rapidement. Puisque quand ils relevaient au papier-crayon et qu'ils se plantaient sur ce qu'ils relevaient, fallait qu'ils retournent sur site, dans les logements, donc avec les problèmes d'accès, etc., etc. Là, du coup, avec un smartphone, ils prennent toutes les informations directement, les photos, comme ça, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de retransposition. Mais en tout cas, ils ont super bien adopté et vraiment très rapidement. Et donc, du coup, on a pu réduire nos délais de mise en œuvre avec des coûts très faibles. Et enfin, les résultats. Et du coup, comme je vous l'ai expliqué, l'amélioration considérable de la fiabilité des données. Parce que ce qu'on a fait développer par TimeTonic et ce qui nous manquait au départ, c'était le scan par code barre et QR code. Même maintenant, très récemment, les tags NFC, parce que du coup, on pose des IoT maintenant avec des tags NFC. TimeTonic est maintenant compatible avec ça. On a pu réduire nos délais de mise en production des sites. Pour notre service d'exploitation, on est passé de 9 semaines à 5 semaines. Donc grâce à ça, on a quasiment réduit réduit de moitié la mise en prod des sites. Donc nos clients en sont très contents également. Toutes les données sont sécurisées au sein des smartphones et dans le cloud, comme j'expliquais tout à l'heure. Tout est enregistré en local s'il n'y a pas de réseau et tout est uploadé une fois que le réseau est retrouvé. Nous, tout ce qui est chargé d'affaires et chef de projet, etc., on peut contrôler l'avancement des sites en temps réel, puisque les données sont remontées du smartphone sur le cloud en temps réel. Et du coup, on a amélioré la productivité et la qualité de nos travaux d'exploitation. Et c'était la dernière slide. Je repasse la main. Merci à tous. Et si vous avez des petites questions, je suis encore sur le stand après la conférence. Merci beaucoup, Jérôme.
Donc très intéressant, et c'est Jérôme qui a tout fait, hein. Donc il n'est pas développeur informatique, mais il connaît très bien son métier, et ça c'est très important comme Jérôme l'expliquait. Et voilà, et bien sûr. Et donc l'expert métier qui peut créer ses propres outils, et ça c'est très important en termes de rapidité, en termes de qualité, en termes de capacité à répondre à ses besoins. Parlons un tout petit peu des avantages et des inconvénients de ce type d'approche. J'en ai relevé trois principaux au niveau des inconvénients. L'agilité, la capacité à aller vite, c'est super. Mais ça peut être une tentation pour faire mal. Comme on peut tout faire très vite, on peut aussi faire des choses un petit peu moins bien que si on les réfléchit énormément de temps à l'avant. Donc la vitesse, la capacité à aller vite ne doit pas impliquer qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, mais ça devient du temps de réflexion, du temps de processus, du temps de définir son besoin, mais pas de réalisation. Et quand on peut quasiment enlever le temps de réalisation, c'est magnifique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être quand même dans la conception. Après, le niveau de la sécurité, évidemment, c'est important. Donc, quand on doit réfléchir à des problématiques de donner la possibilité de créer des outils, ça veut dire qu'il faut évidemment pouvoir séparer qui a le droit de modifier l'application, qui ne peut être que la personne qui va utiliser. Donc la sécurité d'accès est importante, et des plateformes robustes évidemment avec des contrôles d'accès, de l'encryption des données, des fichiers, des mots de passe, des communications, etc. pour s'assurer que toutes ces solutions soient parfaitement sécurisées. Après, qualité bien sûr, c'est important, et on peut dire en fait si ça a été développé comme ça rapidement, est-ce que c'est de moins bonne qualité? Non. À partir du moment où justement on est capable de réfléchir à ce qu'on fait, de le faire rapidement et de le faire évoluer. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de démarrer rapidement, plutôt que de se dire je vais prendre 6 mois pour réfléchir à mon besoin, 2 ans pour le mettre en place, 6 mois pour le tester. Eh bien, je peux aller d'une manière beaucoup plus agile, mettre en place très rapidement, faire évaluer, vérifier si ça correspond exactement aux besoins des utilisateurs et le faire évoluer. Donc, ce qui peut paraître encore une fois un défaut est en fait un avantage. Donc dans les avantages, je reprends les trois mêmes. C'est-à-dire que l'agilité, c'est déjà de ne pouvoir se passer des tableurs, des papiers, des emails, et d'avoir instantanément une application cloud et mobile. Eh bien, cette agilité permet d'augmenter la productivité, permet de digitaliser ces processus, permet de faciliter le travail en équipe. Et tout ça a un impact aussi sur la sécurité. À partir du moment où quelqu'un a le bon outil, eh bien, il va mieux travailler, moins de risques d'accident, moins de risques d'erreur, moins de délais, moins de frustration. Hein, si on essaye de faire des vis avec un marteau, ça va moins bien marcher que si on prend un tournevis. Et donc d'avoir le bon outil qui correspond exactement aux besoins et qui est créé par les personnes qui ont besoin de l'outil, c'est extrêmement important. Et aussi de simplifier, c'est-à-dire que souvent, soit on va développer, soit on va acheter un gros logiciel qui on pense va répondre à l'ensemble des besoins, mais du coup ça prend des mois pour comprendre comment s'en servir, ça prend des semaines pour former les utilisateurs, et puis on a tellement de fonctionnalités que finalement on les utilise mal, ou que on n'a pas exactement la bonne, et du coup on a la même problématique de mauvaise formation, mauvais outils, etc., même si en théorie c'est supposé être le bon outil. Donc pouvoir créer soi-même, pouvoir l'adapter, permet de simplifier l'outil, donc de faciliter l'adoption, faire en sorte que les gens l'utilisent instantanément et intuitivement, et de répondre exactement aux problématiques. Et ensuite, on rajoute, on fait évoluer en fonction du besoin. Quand ce n'est plus un coût, quand ce n'est plus un problème, c'est un énorme avantage de la sécurité, et donc également de la qualité. Parce qu'en plus de pouvoir faire évoluer, il y a la traçabilité, il y a le temps réel, il y a l'historique de l'ensemble des modifications, et donc moins d'erreurs, moins de travail manuel, moins de délais, qui augmente d'une manière générale considérablement la qualité. Donc le no-code, c'est aussi ça, c'est l'agilité, c'est la sécurité et c'est la qualité. Donc une plateforme comme la nôtre, basée sur cette approche donnée, l'ensemble des avantages, facile à utiliser et pour les utilisateurs et pour les administrateurs, facile à déployer, c'est instantané, voilà, c'est cloud, paf, c'est disponible. C'est ouvert, il y a des API qui permettent de les interfacer avec tous les outils existants. RGPD, sécurisé, français. On est très fiers d'être français et de pouvoir lancer ce type de solution. Et on est bien sûr hébergé en France avec des mots de passe encryptés, etc. On a cette source de données, encore une fois, cette approche de base de données permet d'avoir une source commune d'informations plutôt que d'avoir une dispersion de données. Donne une très grande autonomie, qui permet à n'importe qui de le faire sans consultant extérieur, sans
expertises particulières et donc favorise cette connaissance, la remontée de l'expertise. C'est un peu la revanche du métier par rapport à l'informatique qui permet aux gens du métier de vraiment créer les bons outils. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça favorise l'innovation, ça favorise la motivation, ça favorise le partage d'informations. Et du coup, c'est extrêmement motivant pour toutes les équipes, à la fois les utilisateurs, parce qu'il y a de bons outils, et bien sûr, pour ceux qui créent les outils. Avec un retour sur investissement qui est énorme, évidemment, si on peut se séparer de 10 ou 100 outils, eh bien c'est extrêmement moins cher. Et si plutôt que de développer, c'est entre 100 et 1000 fois moins cher que de développer, sans même parler du temps et le opportunity cost de ne pas avoir la possibilité de répondre, et on ne parle même pas de diviser par 2 ses coûts opérationnels, etc. Donc c'est un ROI qui est immense. Donc voilà, en conclusion, juste peut-être pour répondre à la conclusion initiale, est-ce que le no-code va remplacer SAP? Est-ce que le no-code va remplacer Salesforce? Est-ce que ça va remplacer des milliards de dollars d'investissement par année? La réponse qu'on approche pour le moment, c'est plutôt de dire que c'est en fait une brique, c'est un peu le chaînon manquant qui manquait dans une grande entreprise où on va peut-être conserver des grands outils régaliens qui vont gérer des choses à l'échelle de centaines de milliers de payes. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir d'outils no-code pour gérer la paye, c'est un peu pour tout le monde. Par contre, et puis peut-être il y a des grands outils au niveau des outils bureautiques de tous les jours et des outils peut-être commerciaux sur mesure, etc. Mais tout le reste, potentiellement, peut être réalisé par cette brique de plateformes no-code. Nous, on recommande particulièrement les outils Citizen Developer qui ont donc cette capacité à répondre à la fois aux problématiques DSI. Alors, rien n'empêche évidemment les DSI aussi de créer des outils, mais surtout de leur permettre de donner à leurs utilisateurs internes la capacité de créer les bons outils qui correspondent exactement à leurs besoins. Et donc en améliorant la qualité, la sécurité et l'agilité dans l'entreprise et en accélérant considérablement la transformation digitale des entreprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup.